Nous allons aborder maintenant un auteur tout à fait essentiel, un philosophe, qui va introduire une rupture profonde à l'égard des conceptions classiques de la connaissance, celles que nous avions vues la fois précédente avec John Locke et Descartes. Et ce philosophe, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, il est né en 1724 et il est mort en 1804. C'est donc le philosophe du XVIIIe siècle par excellence. Et Kant va opérer ce qu'on appelle un renversement copernicien. Je m'expliquerai sur le terme tout à l'heure, mais pour indiquer simplement qu'il va évidemment être l'héritier par certains côtés des philosophes classiques, mais il va introduire une rupture épistémologique à l'égard de cet héritage des philosophes classiques. Je vous rappelle d'abord que l'idéal de connaissance que poursuivaient ces philosophes classiques, je renvoie évidemment à John Locke et René Descartes, leur idéal de connaissance, c'était effectivement de fonder une connaissance sur des certitudes premières. Je vous rappelle l'expression fondamentale qui résume la démarche de ces philosophes classiques, c'est de fonder une connaissance en vérité, c'est-à-dire placer la connaissance hors du doute, en l'articulant et en la fondant sur des certitudes premières, inébranlables, et certitudes premières qui sont représentatives de la chose en soi, c'est-à-dire qui présentent à nouveau dans la fidélité même du réel, qui représente cette chose, et de façon justement à pouvoir s'assurer, encore une fois, d'une connaissance. Une telle perspective suppose de rejeter le scepticisme radical, puisque, et de ce point de vue, Kant est l'héritier des philosophes classiques, il va partager ce rejet du scepticisme radical, puisque, quelle que soit la manière dont Descartes et John Locke s'y sont pris, ils s'accordent au moins sur une chose, c'est qu'on ne doit pas abdiquer sur la question de la référence normative de la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas abdiquer sur la quête de la vérité, avec des démarches, encore une fois, qui sont singulières, mais il n'empêche que ce qui les réunit, c'est cette quête d'une vérité de la connaissance. C'est quelque chose que partagera Emmanuel Kant, et dans ce sens-là, il est l'héritier des philosophes classiques, puisque lui aussi va s'attacher à cette question de la vérité dans la connaissance, mais on verra qu'il va s'y prendre de manière tout à fait différente et sur des positions tout à fait différentes de celles des philosophes classiques. Toujours est-il qu'il partage avec les philosophes classiques, pour commencer, ce rejet du scepticisme radical. Et ce qui va l'amener à réfuter notamment ce scepticisme radical, c'est les réussites qu'il observe d'une science, qui est une science qui a donné ses preuves à son époque, c'est la physique de Newton. C'est ça qui va amener Kant à refuser le scepticisme radical, non pas simplement par un raisonnement philosophique, mais parce qu'il est en mesure de montrer que cette science de la physique newtonienne a des résultats tangibles, et il constitue même un modèle, un parangon, même, selon lui, de la science en général. Mais, contrairement aux philosophes classiques, si Kant donc rejette le scepticisme radical, il n'a pas pour ambition, justement, de rebâtir un monde de fond en comble, de faire table rase, à la manière d'un Descartes ou d'un John Locke, en faisant table rase de ce que l'on croit connaître. Souvenez-vous de la position d'un Descartes, notamment, qui considérait qu'il fallait revenir aux intuitions premières en se défaisant, justement, de tout savoir antérieur. Eh bien, ce n'est pas la position d'Emmanuel Kant, puisque, précisément, il considère qu'on dispose, avec la physique newtonienne, d'un savoir antérieur qui porte sur le monde réel et qui est digne d'être reconnu comme une véritable science, puisque, précisément, cette physique newtonienne a fait ses preuves. C'est de là d'où part Kant pour refuser le scepticisme radical. Et
toute l'ambition de Kant va s'attacher justement à déterminer comment Kant est parvenu à fonder une discipline, encore une fois, qui a donné ses preuves, là où, précisément, les métaphysiciens ont échoué. C'est ça qui l'intéresse, c'est de comprendre finalement à quel prix il a fallu payer, en quelque sorte, pour Newton, pour parvenir à ce bien, encore une fois, qui a donné une garantie d'efficience, d'efficacité de la science elle-même, et il veut essayer de comprendre finalement quelles sont les restrictions auxquelles s'est soumis Newton, là où précisément les métaphysiciens ne se sont pas donné ces restrictions. Qu'est-ce qui fait, quelles sont les restrictions que Newton s'est imposées, là où précisément les physiciens n'ont pas su se les imposer. Pour le dire autrement, Kant a l'intention de prévenir, non pas de combattre la métaphysique, il ne combattra pas la métaphysique, il s'attachera à prévenir les excès de la métaphysique, en mettant l'homme justement en demeure contre les abus de la dialectique, pour reprendre ses propres termes. L'abus de la dialectique, c'est-à-dire d'une pensée qui se donne elle-même pour objet sans limitation, sans restriction. C'est précisément ça qui va intéresser Kant, et il va se servir de la physique newtonienne pour montrer justement les exigences que doivent s'imposer, selon lui, les scientifiques pour parvenir à une science digne de ce nom. Alors, revenons à ce rejet du scepticisme radical qui va aussi préoccuper Kant, encore une fois, dans la tradition de la philosophie de la connaissance, et il va essayer de fournir des arguments qui vont aller justement contre ce scepticisme radical. Alors, ce scepticisme radical, il est alimenté par certains philosophes qui, précisément, montrent qu'on peut très bien opposer les philosophes idéalistes et les philosophes empiristes pour invalider l'une et l'autre de leurs approches. Autrement dit, on peut se servir des idéalistes pour invalider le point de vue des empiristes, et réciproquement, on peut se servir du point de vue des empiristes pour invalider le point de vue des idéalistes, pour en conclure, finalement, que toute connaissance est impossible. Ça, c'est la position du scepticisme radical. Je vous rappelle, on peut très bien faire valoir que reprocher, finalement, aux empiristes de n'accorder de réalité qu'aux données sensibles, parce que, précisément, les idées cachent une activité spéculative qui est biaisée, qui est, altérée par l'imagination. Donc on peut faire valoir, on peut invalider, encore une fois, ce point de vue idéaliste en faisant valoir l'importance de ces données sensibles, mais à l'inverse, on peut très bien considérer que les idéalistes, eux, dénient toute réalité aux données sensibles, puisqu'ils considèrent que les sens nous amènent vers des hallucinations et nous écartent finalement du chemin de la connaissance. Donc on peut faire jouer l'un et l'autre point de vue contre l'autre pour finalement conclure à l'impossibilité de connaître. Alors, Kant va reprendre cet argument et il va montrer que cet argument n'est pas idiot, bien sûr, qu'effectivement, que d'un point de vue logique, on peut effectivement faire valoir que l'inanité du point de vue des idéalistes à partir des arguments des empiristes et inversement. Ce raisonnement n'est pas idiot, bien sûr, mais il est facile, nous dit Kant. Il est facile parce qu'il va montrer que le raisonnement même du scepticisme radical amène à une position contradictoire. Voilà son argument à Kant, c'est de dire comment, en effet, affirmer que rien ne peut être affirmé. Il s'agit là, effectivement, si rien ne peut être affirmé, je ne peux pas affirmer que rien ne peut être affirmé, vous comprenez ? Le raisonnement, il s'appuie sur un raisonnement purement logique en montrant qu'il s'agit d'une aporie, c'est-à-dire d'une contradiction interne au raisonnement. On ne peut pas affirmer que rien ne peut être affirmé.
Donc le raisonnement est facile, mais l'argument majeur, il ne se contente pas de cet argument-là, Kant, l'argument majeur qu'il oppose aux sceptiques radicaux, c'est de propager la conviction que le monde est inconnaissable parce que précisément cette connaissance ne peut être fondée finalement une fois pour toutes, être assurée de manière certaine et fondée une fois pour toutes. C'est-à-dire, une fois pour toutes, comme le reflet fidèle, encore une fois, de la chose elle-même. Ce que reproche finalement Emmanuel Kant aux sceptiques radicaux, au scepticisme radical, c'est que ce scepticisme radical reprend à son compte, d'une certaine façon, le fondamentalisme des théoriciens classiques. Encore une fois, qui considèrent qu'on ne peut connaître qu'à la condition de fonder une connaissance qui est représentative de la chose à connaître, c'est-à-dire qui est fidèle à la chose à connaître. Or, pour Kant, on aurait pu prendre acte de ce scepticisme radical pour déplacer le questionnement. Et c'est ce qu'il va essayer de s'efforcer à faire. Non pas pour invalider en aboutissant à la conclusion, eh bien, puisque finalement on peut invalider le point de vue des idéalistes à partir de la position des empiristes, et inversement, on peut invalider la position des empiristes à partir du point de vue idéaliste, en concluant que toute connaissance est impossible, eh bien, Emmanuel Kant considère qu'au lieu de conclure à cette impossibilité de la connaissance, il aurait fallu plutôt, et c'est ce qu'il va s'attacher à se faire, à déplacer la question. Au fond, ce que suggère Kant, c'est que c'est le débat qui est mal placé d'une certaine façon, et qu'il s'agit de tirer les conséquences de cette argumentation qui conclut à l'empirisme, à l'impossibilité de fonder une connaissance, pour reposer autrement le problème de la connaissance. Et c'est ce qu'il va faire. Il va montrer d'abord que il va s'intéresser à la question de l'édification de la loi. De la loi au sens scientifique du terme, c'est-à-dire d'une causalité générale. C'est ça la loi. Pour Emmanuel Kant, et pour la plupart des philosophes de l'époque, la loi, c'est la généralisation d'une explication. Eh bien, il va montrer, d'abord, à partir de l'exemple précisément de la physique newtonienne, qu'il ne suffit pas d'observer des phénomènes, en l'occurrence la chute d'une pomme, si on reprend l'exemple célèbre de Newton, la chute d'une pomme dans un jardin anglais, bon, vous savez que c'est de l'ordre évidemment de la mythologie, mais la chute d'une pomme dans un jardin anglais, ou d'enregistrer la trajectoire de la Lune, ou d'autres planètes, pour formuler une loi universelle, ou une loi générale. C'est-à-dire que la cumulation d'expériences, ou le recensement des phénomènes ne suffit pas à lui seul à fonder, à élaborer une loi générale. Mais à l'inverse, il constate, Emmanuel Kant, toujours à l'appui de la physique newtonienne, qu'il ne suffit pas davantage de formuler une équation abstraite, intelligible, pour prédire correctement la chute de la pomme dans un jardin anglais ou la trajectoire de la Lune. C'est si vrai d'ailleurs qu'un bon nombre de savants, dont Léonard de Vinci d'ailleurs, s'étaient trompés en formulant leur loi de la chute, pourtant avec des équations parfaitement intelligibles, parfaitement cohérentes d'un point de vue logique. Autrement dit, ce que nous dit Emmanuel Kant, c'est qu'il ne suffit pas d'établir une cohérence logique pour fonder une loi générale, en tout cas à prétention scientifique, à prétention explicative. Finalement, deux constatations sont au départ de l'examen kantien, de Kant, des conditions de possibilité de la physique newtonienne. Il pense que ce qui a fait le succès de la physique newtonienne repose sur deux constats que le physicien, justement, avait pris en compte. La première chose, c'est que ce qu'on peut repérer de la science newtonienne, c'est qu'elle accroît effectivement nos connaissances du monde empirique. Ça, c'est pour invalider le scepticisme radical. On ne peut pas dire que la science newtonienne n'est qu'affaire d'affabulation ou n'est qu'affaire de fiction. Non,
puisque la physique newtonienne accroît effectivement notre connaissance du monde empirique. On connaît plus de choses du monde physique après Newton qu'avant Newton. Donc on ne peut pas nier que Newton apporte un surcroît de connaissances sur sur le monde physique. Premier argument. Deuxième argument, c'est que si Newton y est parvenu, c'est parce qu'il a réussi à croître cette connaissance du monde physique au moyen de propositions générales. Il ne l'a pas fait simplement en cumulant simplement des observations. Il est parvenu à accroître la connaissance du monde empirique par le moyen de la formulation de lois générales, d'hypothèses générales. Autrement dit, pour Emmanuel Kant, si Newton est parvenu à progresser sur le plan de la connaissance, à établir des progrès au plan de la connaissance du monde physique, c'est parce qu'il s'est imposé précisément des restrictions. Et des restrictions parce qu'il a finalement cherché à obtenir un bien, à s'assurer de la validité, de la vérité de ce bien, au prix d'un certain nombre de restrictions. On verra plus tard quelles sont précisément ces restrictions qu'il s'est imposées. Mais ce qu'il convient de retenir aujourd'hui, c'est que si Newton est parvenu, encore une fois, à faire progresser le champ de la connaissance dans le monde physique, c'est aussi parce qu'il a renoncé à la prétention à connaître la chose en elle-même. Ça, c'est fondamental pour Kant. Le progrès que réalise Kant a un prix majeur, qui est celui de renoncer à la quête de la connaissance de la chose en soi, d'une conception ontologique. Souvenez-vous, j'en avais parlé lors du cours précédent, conception ontologique qui considère que l'on peut connaître la chose en elle-même, par la nature de la chose elle-même. Eh bien, c'est un refus que s'est imposé Newton, et du point de vue d'Emmanuel Kant, c'est ce qui a fait le succès de la physique newtonienne. Alors, il va aller plus loin, bien sûr, il ne va pas se contenter simplement de ce constat, il va essayer de comprendre comment Kant est parvenu, je vous l'ai dit, comment il est parvenu à ce bien, c'est-à-dire à s'assurer une certaine connaissance en refusant de connaître la chose en soi. Comment il y est parvenu? Eh bien, c'est là où on introduit le terme de renversement copernicien. Kant y est parvenu parce qu'il a établi un véritable renversement copernicien dans la manière d'approcher la connaissance et de conduire la connaissance. Alors, renversement copernicien, c'est une allusion évidemment directe à Copernic. Je vous rappelle que Copernic est celui qui a rompu avec la conception géocentrique du monde. Souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, la conception qui prédominait, c'était celle où la Terre était au centre de l'univers et l'ensemble des planètes gravitaient, y compris le Soleil bien sûr, gravitaient autour de la Terre. Ce d'autant que l'observation spontanée accréditait l'idée finalement que la Terre était au centre et les planètes et les étoiles gravitaient autour. Vous savez très bien que ce modèle géocentrique a été remis en cause, par Copernic notamment, et d'autres savants aussi, et pour laisser place à ce qu'on appelle le modèle héliocentrique. Vous savez bien qu'aujourd'hui, c'est effectivement notre système solaire tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est évidemment les planètes qui gravitent dans la Terre, gravitent autour du Soleil. C'est cela qu'on entend par renversement copernicien qui était un renversement complet de la manière d'envisager le monde, puisque la remise en cause du modèle géocentrique renvoyait plus largement une remise en cause de la façon dont l'homme se situait au sein de l'univers et pensait finalement l'ordre de la création. Eh bien, Kant parle de renversement copernicien pour montrer qu'il va renverser complètement la façon de concevoir la connaissance, la façon de poser
justement les conditions de possibilité ou les nécessités qui permettent d'aboutir à de la connaissance. Alors, Kant va montrer d'abord que Newton, finalement, prend acte de la transcendance définitoire du sujet pensant. C'est-à-dire que Newton ne s'est pas contenté simplement de recevoir à la manière d'un objet, comment dire, d'une plaque de photo, à recevoir la lumière ou une sorte de réel. Non, le sujet de la connaissance chez Newton est un sujet actif. C'est un sujet pensant qui transcende l'expérience. Il ne se contente pas de recevoir par simple impression les données sensibles. Il est donc transcendantal par rapport à l'expérience. Mais en même temps, montre Kant, ce sujet que Newton a mis en œuvre, ce sujet, il est soumis à l'expérience, mais une expérience qui est mathématiquement informée. Je reviendrai sur ce terme-là. Alors, je vous rappelle que informer, c'est au sens étymologique du terme, informare, c'est mettre en forme. Donc, il y a cette double dimension, et c'est là où se situe précisément le renversement copernicien qu'opère Newton. C'est que le sujet est transcendant par rapport à l'expérience, et ça, c'est ce qu'affirmaient déjà les philosophes de la connaissance, souvenez-vous. Kant, aussi bien que John Locke, admettaient que le sujet était transcendantal par rapport à l'expérience. Mais là où il rompt avec la philosophie de la connaissance, c'est pour considérer que ce sujet n'est pas simplement un réceptacle, à la fois du donné sensible ou des intuitions premières, il est un sujet qui se soumet à l'expérience, mais d'une expérience qui, là encore, n'est pas un pur donné, c'est une expérience qui est mise en forme, notamment mathématiquement. Et de ce point de vue, nous dit Kant, la science réalisée par Newton est une science objective, au sens précisément où elle se soumet à l'expérience, à une certaine forme de résistance au réel, même si le terme de résistance est à prendre avec précaution, puisque ce n'est pas au sens, on le verra plus tard, au sens où l'entend Bachelard, mais en tout cas où le sujet transcendantal se soumet à l'expérience. On peut le dire de façon plus précise de cette manière. Il se soumet à l'expérience, dans ce sens-là, on peut parler de sens objectif, mais tout en précisant immédiatement que c'est une science objective d'un certain genre, puisque l'objet est bien constitué par le sujet. Ce n'est pas un objet extérieur, en quelque sorte, au sujet lui-même, qui viendrait s'imposer à lui. Non, cet objet, est constitué par le sujet lui-même. De sorte qu'on pourrait dire que la science objective qu'évoque Kant est une science tout autant subjective, au sens où elle est construite par le sujet. J'insiste de nouveau sur cette dimension fondamentale, c'est que pour Kant, la physique newtonienne ne résulte pas d'un sujet transcendantal qui recevrait une donnée extérieure, un réel extérieur à lui, et par une sorte, encore une fois, d'impression à l'image de l'impression qu'on peut voir sur un support photographique. Il ne s'agit pas de cela. Le sujet est transcendantal à l'expérience, certes, mais ce sujet construit l'expérience. Il élabore l'expérience auquel il se soumet d'ailleurs, mais il élabore l'expérience. Et de ce sens-là, Kant affirme que la physique newtonienne a réussi parce qu'elle est une connaissance médiate d'un objet. Elle est une connaissance médiate d'un objet. Elle n'est pas, encore une fois, une connaissance qui se soumettrait passivement à des données, à un réel extérieur. Non, c'est une connaissance médiate d'un objet, c'est-à-dire cet objet est construit par le sujet. Le sujet est bien un acteur de la connaissance, il est construit par le sujet et expérience auquel, malgré tout, il se soumet. Une telle position épistémologique est absolument fondamentale. C'est là où elle introduit véritablement une rupture avec la philosophie de la connaissance, philosophie classique de la connaissance,
puisque, je vous rappelle, aussi bien que ce soit chez John Locke ou chez Descartes, si le sujet était transcendantal de l'expérience, pour Descartes, le sujet devait se laisser impressionner, au sens, encore une fois, du négatif photographique, se laisser impressionner par les idées premières, les idées, les intuitas, les intuitions premières. Du côté de John Locke, c'était les données sensibles, les idées claires et distinctes qui viennent de cette impression du donné sensible. Eh bien, Kant rompt fondamentalement avec cette conception-là, puisqu'il considère que le réel dont il s'agit, dans l'objet de la connaissance, notamment de la physique newtonienne, ce n'est pas un objet qui s'impose immédiatement au sujet, c'est un objet qui reçoit la médiation, précisément, du sujet transcendantal. La conséquence majeure de cette position épistémologique de Kant, c'est que Kant, en laissant aussi bien une place à l'expérience et à la pensée, signe l'abandon du rapport à l'immédiat. Pour lui, il n'y a pas de connaissance immédiate. C'est, là encore, une rupture radicale à l'égard de la position des philosophes classiques. Il n'y a que de science que médiate, et médiatisée par l'activité du sujet pensant qui se soumet à l'expérience.